Je m'appelle Mourad Benchilali, j'ai 40 ans. Le 7 juillet 2001, à l'âge de mes 20 ans, j'étais dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda et j'ai été capturé par l'armée américaine à la suite des attentats du 11 septembre et détenu 2 ans et demi à Guantanamo puis dans les prisons françaises. J'étais un peu connu comme le fils de l'imam. C'était un petit peu comme ça que les autres me voyaient. On disait que c'était un imam pas comme les autres, puisque c'était un imam qui était engagé. Dans les années 90, il avait décidé de s'engager dans l'humanitaire communautaire, puisqu'il faisait des voyages humanitaires en Bosnie. Il avait même été arrêté une fois pour ça, ça avait été médiatisé. Enfin, moi, comment je vis ça, c'est que je suis fier de mon père. Parce que pour moi, c'était celui qui était parti aider les autres, qui s'était engagé, qui avait pris des risques pour ça. Alors mon père était plutôt strict, puisqu'il considérait que mes petites sœurs devaient porter le voile, que je devais prier, et que je devais être assidu aux prières à la mosquée. Enfin, c'était pareil pour mes frères aussi. Je vivais l'éducation de mon père comme une contrainte, et pas comme quelque chose de normal, de naturel ou d'indispensable. Donc moi, mon objectif, c'était de gagner de l'argent. C'était d'avoir un salaire et d'être confortable, de pouvoir profiter de la vie, de ma jeunesse. J'ai réussi à obtenir un emploi jeune en CDI, donc c'est difficile à l'époque, quand on est un jeune des Minguettes, d'avoir un CDI, mais moi, ça a été possible pour moi. J'ai mon salaire, j'ai une copine, j'ai ma routine. Et j'ai ce grand frère qui, de retour d'Afghanistan, considère que la première de ses missions est de convaincre son petit frère de prendre le même chemin. Et moi, je l'admire en fait. C'est-à-dire qu'il a largement pris la place de mon père. Et le problème, c'est que moi, je ne suis jamais sorti du quartier. Cette forêt de Tours des Minguettes, c'est une forêt de Tours, les Minguettes. Puis en plus, ce n'est pas un petit voyage, c'est une grande aventure. Il faut passer par Londres, le Pakistan, l'Afghanistan. Alors quand je regarde sur une carte, je me dis, mais c'est un voyage extraordinaire en fait. Bienvenue, ici vous êtes au camp Farouk, c'est un camp d'entraînement militaire. Ici on apprend à se battre, à faire la guerre. On est au milieu du désert de Kandahar. Si on avait voulu s'enfuir, on aurait pu aller nulle part. Parce qu'on a un émir qui nous dit qu'il y a une formation de base qui dure 60 jours et qu'il faut la faire dans son intégralité, qu'il y a des punitions pour ceux qui ne veulent pas respecter les entraînements, qu'il y a une discipline. Parce qu'il y a des rumeurs dans le camp de personnes qui auraient été exécutées par les talibans parce qu'elles étaient considérées comme des espions. Enfin, il y a tout un contexte qui fait qu'on comprend qu'il n'y a pas de quoi contester en fait. Il y a un prédicateur qui vient nous voir, qui semble être quelqu'un d'important, mais que je ne connais pas, et qui s'avère être Oussama Ben Laden. Il est venu plusieurs fois. C'est souvent des longs discours, de plusieurs heures. Il considère que les Américains sont les plus grands ennemis de l'islam et le plus grand problème des musulmans. C'est quoi votre vision de l'Amérique à l'époque? Plutôt positive. Enfin, moi, j'ai grandi en France et en France, la culture américaine est très présente, notamment à la télévision. Je ne comprends pas pourquoi lui est focalisé contre les Américains. Alors, on va un petit peu m'expliquer qu'en fait, il en veut aux Américains d'avoir installé une base militaire en Arabie Saoudite et que lui vit ça comme une occupation. Mais ce que je retiens le plus, surtout dans ce discours, c'est quand il s'adresse à nous en disant « Les jeunes, vous les jeunes, même si vous êtes jeunes, je vous conseille de commettre des attentats suicides, de vous lancer là-dedans, même si vous êtes jeunes. Je pense que les musulmans devraient en tout cas d'un point de vue, psychologiquement, accepter cette méthode. » Il y a des rumeurs de personnes dans le camp qui vont lui faire allégeance, sous-entendu qui s'inscrivent dans une liste pour aller faire des attentats suicides, quoi. Donc au moins, la finalité de l'entraînement, elle est claire. L'objectif est de faire de nous des kamikazes. Pas simplement ni des soldats, ni des terroristes, mais aussi des kamikazes. On l'apprend à la radio, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas la télé ou l'Internet, c'est interdit par les talibans. Et on comprend qu'il y a un lien direct entre ces attaques et l'endroit où on est.
et puis surtout Oussama Ben Laden, qu'on vient de croiser dans ce camp d'entraînement. Donc s'il y a bien un endroit où il ne fallait pas se trouver à ce moment-là, c'était bien celui-là. Donc pour nous, le piège se referme. Il y avait des étrangers, d'anciens combattants de l'époque soviétique, qui avaient participé aux côtés des Afghans à chasser les Russes, qui disaient que dans les montagnes afghanes, il y avait des grottes dans lesquelles il est possible de se réfugier et de se protéger des bombardements américains. Donc on prend tous les routes de ces montagnes. Les Américains bombardent beaucoup. Ils envoient des missiles, des bombardiers, ils ont des avions de chasse, il y a aussi des hélicoptères. Et je comprends en fait que les Américains ils veulent nous tuer en fait. Donc j'ai très peur, j'ai pas envie de mourir. On a très peu de provisions, donc on est dans la survie, on mange peu. Moi je suis très maigre, donc j'ai pas de réserve quoi. On dort dehors. À tour de rôle, on doit mener la garde parce que faut veiller à ce que personne ne nous surprenne par derrière pour venir nous tuer quoi. J'ai l'impression d'être chassé en fait, comme un animal sauvage qu'on veut abattre. Traqué. Traqué, c'est exactement ça. On commence à voir des personnes mourir. Alors elles meurent de faim, elles meurent de froid. Et puis on découvre des cadavres qui sont déchiquetés par des bombardements le matin. C'est un cauchemar éveillé en fait. Et on ne sait pas si on va s'en sortir. Quand on arrive dans ce village au Pakistan, on est dans l'euphorie d'avoir survécu, d'avoir réussi à fuir cette guerre en fait. Donc là on se dit que plus rien, ça ne peut pas être pire. Il ne peut rien nous arriver de plus grave que ça. Et là on voit débarquer donc ces Pakistanais, c'est des forces spéciales qui arrivent et qui nous capturent. Ils nous mettent une cagoule sur la tête, ils nous attachent avec des cordes, ils nous jettent dans des camions, ils sont très violents. Ces Pakistanais nous ont capturés pour nous vendre à l'armée américaine. Et franchement, je suis super content. Je le prends comme une bonne nouvelle. Je me dis, ben, enfin une bonne nouvelle. Enfin, c'est une scène surréaliste. On se retrouve, on est attaché dans des camions, on est transporté dans une base militaire, on nous déchire nos vêtements, les Américains nous attachent dans un avion, et c'est comme ça qu'on va débarquer en Afghanistan. Donc ce pays qu'on avait mis des semaines à fuir, on s'y retrouve de nouveau dans la ville de Kandahar. Je me retrouve dans un enclos. Il y a des militaires qui sont perchés, qui sont armés. On a une cagoule sur la tête. On nous a arraché nos vêtements, on est entièrement nus. On nous donne un seau, on nous dit que c'est là-dedans qu'on doit faire nos besoins. Et ça dure plusieurs jours comme ça. Mais entièrement nus tout le temps. L'impression d'être du bétail en fait, des animaux. On me dit que je suis transféré dans une autre prison. Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous rase la tête et la barbe, on nous met une tenue orange, on nous met un casque dans les oreilles, un masque dans les yeux, des gants. Enfin, on est privé de tous nos sens, en fait. On nous met un patch sur le front qui fait qu'on va somnoler. Enfin, on ne sait pas si on dort ou on est éveillé. On est attachés les uns derrière les autres. Et je me retrouve dans un hélicoptère. Et au bout de 24 heures à peu près, on débarque. On est dans une base militaire qui est dans une île. Donc on est coupé totalement du monde. On n'a pas d'informations, on n'a pas le droit de discuter entre nous. Enfin, on est enfermé 24 heures sur 24 dans ces cages. Et donc le temps est extrêmement long. D'abord parce qu'on s'ennuie et parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le camp X-ray est au milieu de la jungle. Il y a des iguanes, il y a des serpents, il y a des mygales, il y a des militaires armés partout autour de nous qui s'entraînent. C'est un décor de film en fait. Et puis je me dis, mais est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est réel tout ce que j'ai vécu là jusqu'à maintenant en fait? Il y a 6 mois, j'étais en bas des tours du quartier. Et là, je viens de faire un camp d'entraînement. Après, j'étais dans des montagnes. Et puis là, je suis au milieu de Cuba. Je me dis, c'est pas normal en fait, je suis en train de rêver. Tout ça, c'est dans ma tête. On est transféré au camp Delta, qui est une prison toute neuve, qui vient de se terminer. Donc c'est une bonne nouvelle parce que les conditions d'hygiène sont meilleures, mais la mauvaise nouvelle, c'est que vont démarrer des interrogatoires. Avec la CIA, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'eux utilisent ce qu'eux ont appelé des techniques d'interrogatoire renforcées, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut faire souffrir les détenus, nous faire souffrir psychologiquement ou physiquement pour obtenir des infos.
que la fin justifie les moyens. Par exemple, la privation de sommeil, donc c'est pas forcément violent, mais le fait d'être transféré d'une cellule à l'autre toutes les demi-heures, et quand ça dure une semaine, on n'a pas beaucoup dormi. Et donc après, on passe à l'interrogatoire, mais on est très épuisé. Il y a l'utilisation de la climatisation. Par exemple, on nous jetait de l'eau froide et puis on nous laissait grelotter toute la nuit sous la clim, donc c'est difficile de ne pas tomber malade le lendemain, quoi. Par exemple, ils utilisaient de la musique. C'est bizarre, mais il y avait une salle d'interrogatoire qu'ils avaient aménagée, qu'ils avaient intitulée l'enfer. Donc ils avaient collé une pancarte en écrit en arabe Jahannam, l'enfer, quoi, la GN. Et c'était le noir complet dans cette salle. On était attachés, menottés au sol. Alors la chaîne était très courte, donc c'est quand même une position très douloureuse. Et puis là, il y a des espèces de grosses enceintes de musique, mais genre du métal ou un truc comme ça, qu'on nous mettait très très fort. C'était quand même très proche de nous, quoi. Puis avec des spots de lumière devant les yeux, comme ça. Et les deux en même temps. Donc ça durait, on pouvait passer toute la nuit. Donc au début, les premières minutes, on se dit c'est pas grave, c'est que de la musique. Mais quand on y passe des heures, on commence à avoir des hallucinations auditives, on commence à paniquer, à avoir des crises d'angoisse, enfin on commence à devenir dingue, quoi. Voilà, il y avait aussi des humiliations sexuelles en fait. Et là pour le coup, il y avait des viols. Vous avez été victime d'un viol? Ouais. Enfin, il y avait une femme une interrogatrice, une blonde, protestante. Je pense qu'elle était de l'armée. Elle était de l'armée. Elle m'interrogeait souvent. Bon, là aussi, c'est intime, j'ai du mal à en parler, mais bon, disons que, pour résumer, elle me forçait à avoir des relations avec elle, voilà, pour résumer. Ce que j'étais incapable de faire d'ailleurs, dans ces conditions. Et je pense que l'humiliation, c'est aussi ça. Je pense qu'on aurait pu, oui, qu'on aurait pu m'interroger sur là où j'étais, pourquoi j'y étais, sans me mettre en prison en fait. Je ne me serais pas sauvé, on m'aurait mis un contrôle judiciaire même strict, je serais venu et j'aurais répondu aux questions du juge d'instruction. Puis il n'y a pas besoin de m'enfermer à Fleury-Mérogis, surtout avec ce que j'avais vécu. Alors j'en veux à la justice française pour une raison, mais qui n'est pas celle qu'on croit. C'est-à-dire que le fait que j'ai été condamné pour association de malfaiteurs, j'ai toujours trouvé ça normal. Parce que l'association de malfaiteurs, c'est, comme son nom l'indique, j'ai été associé à des malfaiteurs. D'abord, je suis parti en Afghanistan avec un faux passeport, et en plus, je me suis retrouvé dans un camp d'entraînement militaire d'Al-Qaïda. Je peux comprendre que juste ça suffise à ce qu'on ait des suspicions. Là où j'ai plus de mal, c'est que j'ai déposé plainte pour séquestration, détention arbitraire et acte de torture, et que la justice française a accepté d'instruire cette plainte. Elle a désigné 2 juges d'instruction, qui ont nourri la plainte pendant des années et ça avançait super bien. Donc les juges ont demandé des demandes d'actes, ils ont demandé à pouvoir se rendre à Guantanamo, à interroger, ils ont même désigné des responsables, ils ont réussi à trouver quelques responsables. On a même eu des témoins qui pouvaient témoigner en ma faveur, notamment un ancien interrogateur américain qui était d'accord pour témoigner en ma faveur quand même, c'est pas rien. Et puis, je ne sais pas pourquoi ces juges d'instruction ont démissionné. Et puis là, il y a une nouvelle juge d'instruction qui a été désignée, qui arrive et qui dit non, non, il y a un non-lieu. Et moi, ça, je trouve sincèrement très injuste, cette décision. Je trouve que c'est nous abandonner, en fait. Et que c'est, d'une certaine manière, participer à l'impunité des responsables du système de Guantanamo. Je suis chez moi, j'apprends ça à la télé. Enfin, je peux comprendre le sentiment de vengeance par rapport aux attaques du 11 septembre, mais je pense que ça aurait été beaucoup plus positif que Osama Ben Laden ait été arrêté, jugé, condamné et tout ça, plutôt que exécuté. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images? C'est comme s'ils voulaient nous représenter. Et moi, je trouve ça violent. Je me dis, mais ces gens-là, je ne veux pas qu'ils me représentent, en fait. Enfin, nous, on n'a pas vécu ça, en fait, à Guantanamo. On n'était pas dans des camps de la mort, nous, à Guantanamo. C'est comme ceux, par exemple, c'est comme aujourd'hui des musulmans qui, pour des raisons de ressentiment
Par exemple, sur l'islamophobie, où ils disent voilà, on est victime d'islamophobie, et qui font le parallèle avec des victimes de la Shoah et tout ça. Moi, je trouve ça extrêmement insultant pour les victimes de la Shoah. Ben là, j'avais un peu ce même sentiment. C'est-à-dire de penser que décapiter un Américain sous prétexte qu'il aurait participé à Guantanamo, je ne comprends pas en fait la logique. Quand je vois le Bataclan, je me dis c'est juste la concrétisation de discours que j'ai déjà entendus il y a des années dans un camp d'entraînement en fait. C'est-à-dire que ce qu'avait fait l'État islamique, Al-Qaïda aurait pu le faire par exemple. Donc je suis choqué et je suis triste pour les victimes, mais en même temps, je ne suis pas étonné. Parce que je sais aussi que tout est prétexte pour les djihadistes et les terroristes de s'en prendre aux autres. Il y a une chose que j'ai toujours faite, et ça c'est dès ma sortie de prison, ça n'a pas commencé en 2014, ça a été de témoigner, pour plein de raisons différentes. Témoigner pour dissuader des jeunes de partir, témoigner pour créer un lien avec des revenants, témoigner pour rassurer des parents qui voulaient comprendre aussi l'engagement de leurs enfants, etc. etc. Et disons qu'en 2014, cette action a eu le vent en poupe parce qu'il y a eu cette vague de départ de jeunes vers la Syrie et les gens se sont rappelés, en fait, des institutions notamment, se sont rappelés que je le faisais. Donc on fait appel à moi. Il y en a certains auxquels je m'identifie beaucoup. Ça me rappelle moi, en fait. Et je me vois parfois en eux, beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose. Des fois, j'ai tendance à être un peu dur, un peu trop dur. Et puis, il y en a d'autres auxquels je ne m'identifie pas du tout. Des personnes qui sont parties avec la haine, qui sont parties avec un sentiment de vengeance, qui sont parties sciemment aussi par orgueil, c'est-à-dire par idée qu'ils étaient supérieurs finalement moralement aux non-musulmans parce qu'eux étaient considérés comme des élus et des bien guidés. Et eux, j'ai plus de mal à me reconnaître et à m'identifier à eux, mais je considère aussi que j'ai le même devoir d'accompagnement que les autres. Depuis 2 ans, je participe à un dispositif où j'accompagne d'anciens détenus. Donc là, j'ai un poste en CDI, voilà, j'ai un poste de médiateur, donc c'est reconnu par le ministère de la Justice puisqu'il a validé ma candidature. Donc c'est aussi une reconnaissance, je pense, de mes connaissances et de qui je suis, parce qu'ils ont refusé d'autres personnes, mais moi ils m'ont accepté. Donc c'est quand même une reconnaissance qui est forte. Qui vous fait plaisir? Qui me fait plaisir, et c'est même plus que ça. Je suis passé finalement d'une certaine manière de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que je faisais partie moi aussi de ces bénéficiaires, et aujourd'hui je suis celui qui déradicalise d'une certaine, entre guillemets. Et donc, pour moi, c'est aussi une vraie réhabilitation. C'est comme réparer finalement les erreurs du passé. J'ai l'impression de vivre ça. Parce que souvent, on me dit, mais pourquoi tu t'infliges ça? Avec ton parcours et tout, pourquoi tu retournes en prison encore? Tu vas même affleurer la prison où toi-même tu as été détenu. Pourquoi tu fais ça? Alors parfois, je ne sais pas répondre, mais au fond de moi, je me dis aussi que c'est peut-être une manière de réparer le passé.